tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer. Bisous dans le cou, petit regard voyou. Ta main à tenir, efface tes souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin. Surprise, y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas. 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 Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu. Donne-moi les paroles. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. J'ai pas de thème. J'aime. 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 J'ai pas de thème. J'aime. J'aime. Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure du Juste Bistrot, il est l'heure de se retrouver comme d'habitude sur Juste Milieu pour finir la journée ensemble en détente. On parle d'actu, on rigole, on parle de plein de choses, on se fend la gueule, on réfléchit, on apprend des choses, on fait des blagues de prout, bref, un programme de seigneur. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes plein badin. Voilà, on est le 13 janvier 2026, 16h47, on est dans les clous du plaisir pour une émission une fois de plus chargée. On va aller aujourd'hui en Iran, on va aller sur le plateau de CNews qui a invité Akinator, donc là je parle aux plus anciens qui ont connu ce site internet extraordinaire. On va aller en Grande-Bretagne avec la nouvelle manigance de l'Union Européenne
post-Brexit. Et puis, on va enfin regarder mon reportage sur les États-Unis. Ça fait quoi ? Ça fait depuis la semaine dernière que j'ai envie de vous montrer quelques extraits d'un reportage sur la doctrine Monroe, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, évidemment. Et on va faire ça aujourd'hui. On aura un mardi un petit peu scolaire. Voilà, un petit peu scolaire. Mais avec plein de choses, avec de l'actu. Peut-être il y aura des blagues monsieur et madame. Alors, on est en 2026, donc ce sera des blagues monsieur et monsieur, ou madame et porte-manteau. Enfin, on sait pas. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à son époque. Il faut être in. Il faut être dans le vent. Voilà, in the wind. In the wind. Candle in the wind. Elton John, qu'on embrasse. Elton John, évidemment. Qu'on salue. Voilà. On aime Elton John. On aime. Attends, c'est quoi ? Bon, bref, j'ai pas de chanson d'Elton John qui me vient. Your Song, c'est pas lui, ça ? Où il avait chanté Entre les poteaux, il me semble, pour la Coupe du Monde de rugby, ou pour l'hommage à Lady Diana. Bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On est partout comme d'hab, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok. Vous tapotez, vous mettez les cœurs de partout. Voilà, vous partagez, les amis. Si vous avez envie de nous soutenir, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. Et puis, ça mange pas de pain sans gluten, évidemment, toujours. Parce qu'on respecte. On respecte tout le monde. On respecte tous les gens qui sont là. Merci à Tétane Machin pour le sub 24e mois. Merci beaucoup les amis, merci les copains. Il y a tous les amis qui s'installent. Il y a Olivier Marstres qui est là, il y a Célesto Moldave, FFLNA, Mayo Jonavi, Mon Karim CHE de Pierre, Vivi Lulu 68. Il y a tout le monde. Voilà, il y a tout le monde. Même toi t'es là. Même Edouard il est là. Putain. Il y a tout le monde dans cette émission. Voilà, on n'attendait plus que toi. Voilà, j'allais faire une blague néo-nazie. Je savais que c'est ton truc. Voilà, c'est sympa. Il y a RSCar06 également qui est là. Comment il va, l'Astico ? Voilà, ça fait plaisir, les amis. Alors, je ne résiste pas d'aller tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec de la rigolade, avec du fou rire. J'ai vu ça ce matin, je vous jure. Je me suis tapé une barre, comme disent les jeunes. Je me suis tapé un fou rire. CNews, donc bon, déjà ça commence comme ça. Déjà CNews, hop, fou rire. Déjà c'est réglé. CNews, vous connaissez la musique. L'islam, c'est pas leur tasse de thé. Voilà, c'est pas leur tasse de thé à la menthe comme on dit à Marrakech. C'est pas leur truc. Donc bon, voilà. Mais en même temps, ils peuvent pas arriver et faire des émissions en disant oh les Arabes, quand même. Non. C'est un média. Il faut qu'ils fassent des choses sérieuses. Et donc CNews, ils ont trouvé la parade. Pour parler d'islam en disant c'est pas ouf, tout en respectant l'islam, ils ont trouvé un imam. Alors on sait pas ce que c'est véritablement. Vous allez voir, on sait pas qui c'est ce mec. Mais si vous avez aimé l'imam Chalgoumi, donc qui est vraiment ce que le système médiatico-politique français pouvait trouver de pire pour représenter les musulmans. Je veux dire, nos amis musulmans qui n'ont rien demandé à personne, qui se font représenter par le cosplay de Jamel Debbouze, enfin un croisement entre Jamel Debbouze et Alban Ivanov, tu sais pas qui c'est l'imam Chalgoumi, mais on te dit c'est le représentant des musulmans. Mais qui l'a mandaté, si tu veux, comment ? Et on te dit c'est lui. Et c'est vrai que bon, nos pauvres amis musulmans, tu dis putain. Est-ce que les catholiques sont représentés par Franck Ribéry ? Non. Bon, alors pourquoi ils ont Chalgoumi, les musulmans ? Et là, ils en ont un nouveau. Et je vais vous montrer dans l'ordre, parce que j'ai découvert ça hier soir. Hier soir, CNews a communiqué pour dire qu'ils allaient recevoir sur leur plateau un monsieur qui est présenté comme... Alors, je vais vous montrer le poste de Christine Kelly. Il est présenté comme directeur européen du Conseil mondial des imams. On sait pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce Conseil mondial des imams ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Mais c'est pas grave. Déjà, bon, le niveau de respect du mec, c'est 0. Hein. Vous regardez, ils ont écrit Conseil avec 2 L. Il y a écrit Conseil. C'est-à-dire que c'est la Conseil culture, peut-être, on sait pas. Ils l'ont invité, il y a 0 respect. Et c'est vrai que tu dis, tiens, il y a Akinator sur CNews. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas trouver un imam encore plus caricatural que lui ? Il y avait Chalgoumi, c'est comme les Pokémon. Là, on a une évolution. Donc, déjà, tu vois le visuel de CNews. Et tu te dis, CNews qui invite un imam,
tu sais, t'as des mélanges qui sont pas faits pour être là. C'est comme ça. Je sais pas. À la foire au stage, ça existe, vous savez, foire au stage qu'il y a souvent dans les halles polyvalentes dans les grandes villes. Il y a des foires au stage pour trouver des stages. Bon, bah, t'organises pas une conférence de Jean-Marc Morandini. Bon, bah, un imam sur CNews, c'est pareil. Il y a des mélanges qui sont pas faits pour être là. Une narine et de la cocaïne. Tu as une narine de palmade. Hop, non. Tu dois pas gérer ça. Donc, déjà, hier, j'ai vu l'image et je me suis dit, ça va être sympa. Ça va être un grand moment. Et ce matin, j'ai vu des extraits du passage de ce monsieur. Alors, ce monsieur qui s'appelle, on va pas écorcher son nom évidemment, il s'appelle... déjà, il s'appelle voilà, le cheikh Mahamad Medizad. Voilà, donc peut-être on prononce pas comme ça. Je vous jure que c'est une vraie séquence. Parce que parfois on dit « Oui, l'intelligence artificielle est une menace », alors que la connerie naturelle est impeccable. Écoutez, c'était sur CNews, avec notre ami, l'imam du Conseil européen des imams de je sais pas quoi. Est-ce que vous voyez aussi cette manipulation de l'islam politique en France ? Bien sûr, parce que c'est ça que je veux dire aussi. C'est un bon message aussi, depuis ici, là, cette plateau-là. Ce que Khomeini est ramené en train de faire en Iran, et aussi ça se répète ici en France par le LFI, qui tout à l'heure de M. Eric il a déjà parlé. J'ai bien entendu, voilà. C'est en train de se répéter en France, en Europe, en nom de gauche, qui c'est pas la gauche aussi. Voilà. En train de manipuler les musulmans pour le pouvoir, pour le voter de quelque chose, mais c'est que les choses manipulation, voilà. Voilà. Alors vraiment, je veux dire, je vous en supplie, CNews, invitez-le tous les jours. Quitte à avoir des guignols toute la journée, lui au moins il est rigolo. Il y a un côté oriental qui est sympa, ça nous rappelle Chalgoumi. Voilà, le parallèle entre l'Iran de l'ayatollah Khomeini et LFI en France, tu te dis, est-ce que Malik Bentala n'a pas réussi la caméra cachée ultime ? Est-ce que finalement, il n'a pas réussi à pranker à pranker CNews? Tu dis non mais attendez les mecs, on n'en peut plus là. Arrêtez, ça va trop fort. Je veux dire, que vous soyez soumis au sionisme sur CNews, ça se voit. On était au courant. Mais je veux dire, de là à aller trafiquer un imam, à mon avis, qui a eu son diplôme d'imam chez Otakos, je veux dire, bon voilà, tu sais pas, parce que quand je vous dis qu'on connaît pas le métier du monsieur, il y a eu une capture d'écran sur Twitter très intéressante d'un compte qui s'appelle L'Informatrice et qui a montré que il y a un mois sur CNews, il était pas présenté avec le même boulot, le mec. C'est-à-dire que regardez, il y a hier ou aujourd'hui, il était directeur européen Conseil mondial des imams, et il y a un mois en arrière, il était vice-président de la conférence des imams de France. Donc en fait, peut-être que si tout va bien, à ce rythme-là, dans un mois, il est secrétaire général et responsable comptabilité bénévole de l'Alliance des imams intergalactiques. Donc c'est les imams qui vont... Si tu roules un peu, t'as des imams sur Pluton. Alors c'est pas les plus bavards, mais t'en as. Et c'est vrai que bon, l'imamisme sur Pluton, ça marche pas mal. Et donc là, CNews, il t'invite un type qui a jamais le même boulot. Alors, tu te dis, putain, c'est en fait, pour être représentant musulman à la télé, faut pas savoir faut parler, en fait. Il y a eu Chalgoumi, il y a lui, c'est extraordinaire. Et vraiment, le discours, je me suis dit, putain, ils ont dû lui filer les fiches en disant, voilà, tu vas nous dire, oui, l'Iran, c'est comme la France insoumise. Alors, à mon avis, le mec, bon, c'est un acteur, tu vois. Donc, il a dit non, mais attendez, ça va se voir que c'est de la merde. Arrête, on t'a dit l'accent. Tu prends l'accent arabe, tu fais un accent nul. Voilà. Comment je fais l'accent nul ? T'occupes. Tu vois, Chalgoumi, pareil. Voilà. Pareil, et tu dis ça. Tu dis Khomeini, Mélenchon. Tu dis c'est pareil. Et le mec, bon, il a dû se poser des questions. Il a dû dire, mais attendez, je comprends pas, parce que Mélenchon, en fait, c'était Hitler. Il était antisémite, le Hamas. Oh! Tu poses des questions, imam intergalactique ou pas ? Tu poses pas des questions. Donc tu lis l'affiche et tu dis LFI, Khomeini.
Voilà, en plus ça rime. Donc tu vois, c'est sympa. Vous aimez bien ça, vous les gens un peu comme Faudel et tout. Non mais tu vois, dans les bureaux de CNews, j'imagine que c'était ça la discussion. C'était ça. Comment instrumentaliser l'islam jusqu'au ridicule, tu vois. Et là, c'est vrai que je me suis dit quand même, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Alors, je ne résiste pas au plaisir quand même de mettre un best-of qui avait été réalisé par le camarade Greg Tabibian sur sa chaîne YouTube. Vous connaissez tous évidemment. Il avait fait un best-of de l'imam Chalgoumi. Alors, on va quand même regarder ça parce que c'est du bonheur. Toutes les conneries de l'imam Chalgoumi sur un best-of, vous allez voir, c'est le même. C'est-à-dire, il faut trouver un représentant musulman. Il faut évidemment qu'il puisse pas aligner une phrase correcte. Regardez, tout ça, c'était des vraies séquences. Hein. Passablement républicain contre la République. Pardonnez-moi, c'est barbare. Le fanatisme et tout ça. Hein. Ok, mon ami, ok, le maximum de monde. Il faut pas filmer contre la République, quand même, attention. Vous-même, vous n'avez pas mis vos enfants dans une école Oui, je l'ai mis dans une école, celle de Ben Laden. Dans ce livre, vous l'avez franchi à plusieurs reprises, ce mur de séparation. Comment ça se passe concrètement et comment ça s'est passé pour vous? Parce que je suppose que 12 imams, ça passe pas inaperçu. Oui, j'espère que on a le mur de Merlin et le mur de Berlin. On retourne ici à Paris, en France, pareil, presque d'une manière indirecte ou directe. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Voilà, donc on a le remplaçant, l'imam Chalgoumi. L'imam Chalgoumi s'est fait grand remplacer. Et ça, je me dis quand même, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le mur de Merlin, évidemment, qu'on embrasse. Et puis, on ne résiste pas à l'envie de se faire la parodie de Malik Bentala, qui avait parodié l'heure des pros, où justement, il avait fait l'imam Chalgoumi. Et vraiment, on résiste pas à ce plaisir. Regardez, les interventions de Malik Bentala en imam Chalgoumi, c'était du miel, c'était du plaisir. Malik Bentala est un génie. Malik Bentala, je t'aime. On y va, c'est du miel. sur la djellaba? Déjà, Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantiste religieuse de notre pays, qu'ils veulent pas, qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à Jésus-Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, que non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Il est trop fort, il est beaucoup trop chaud. Il le fait trop bien. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, Akinator est sur CNews maintenant. Surtout, je vous en supplie, hein, quand vous voyez des interventions de ce monsieur, appelez-moi, regardez-les. C'est que du plaisir. Je prends vos messages dans le chat pour papoter un petit peu là-dessus. Olivier Marstress qui dit le bêtisier est à se pisser dessus. C'est vrai que sur la parodie de l'heure des pros, je l'ai regardé le bêtisier. C'est vrai que c'est à crever de rire. Je sais pas comment ils ont fait pour garder leur sérieux, c'est vraiment énorme. Il y a le camarade Notidi qui vient de lancer un raid. Salut les amis, avec 102 nouveaux amis. Salut les copains, installez-vous confortablement. Salut mon Notidi, j'espère que tu vas bien. Il y a Vivi Lulu 68 qui dit ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu, toujours aussi drôle. Rémi, tu m'as refait ma journée, merci beaucoup. J'en ai marre qui dit c'est de la faute de CNews, s'ils savent pas parler maintenant, toujours plus. News 2000, s'il fallait une preuve que Christine Kelly est une pipe. Vanilla Cuche 45 qui dit tellement facile de tourner ça en dérision au lieu d'aller dans les débats de fond, parler du Coran, de la Sunna, etc. Alors, par rapport à quoi, cher ami, est-ce que tu peux développer, voilà, ton point de vue, qu'on puisse comprendre ce que tu veux dire par là, qu'est-ce qui pour toi tourne en dérision? Est-ce que c'est l'intervention du bonhomme de CNews ou est-ce que c'est ce que j'en dis, voilà, qu'on puisse bien comprendre? Donc c'est vrai que CNews vraiment n'a honte de rien, il ne recule devant aucune instrumentalisation, c'est extraordinaire pour pousser un discours toujours plus caricatural sur l'islam. On va chercher des personnages comme ça, mais si vous voulez, pour moi, on est au niveau des experts de plateau à la con qu'on avait pendant le Covid. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel pompe à vélo, tu le déguises en médecin ou en imam, et t'arrives à avoir un discours qui
par magie, comme par magie, arrive dans le sens de ton discours général. C'est quand même balèze. Bravo à eux évidemment. C'est assez extraordinaire. Donc ça, c'était cette petite séquence. Je voulais ouvrir avec ça. Les copains, toujours CNews. On a eu une belle intervention. Alors Vaniakush 45 qui dit: tu as lu le Coran et la Sunna. Alors je vois pas vraiment le rapport avec le sujet, sauf erreur. Je crois pas que dans le Coran il y ait écrit que CNews soit autorisé à inviter n'importe quelle trompette pour passer pour un imam. Mais il me semble-t-il. Après, et puis dans le Coran, il me semble pas non plus qu'il y ait écrit que, ni dans la Sunna d'ailleurs, que l'Iran de Khomeini c'est comme LFI. Il me semble pas. Après, peut-être que j'ai pas la bonne traduction. J'ai peut-être pas lu la bonne traduction, mais il me semble pas. Donc, mais voilà, je vois pas le lien. Cher Vaniakush 45, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Et Hurluberlu9 qui dit: c'est au niveau des experts de plateau sur LCI, par exemple sur l'Ukraine. Complètement d'accord. Voilà, je suis complètement d'accord avec ça. Et Vanuakush qui dit: ce que disent les apostats comme Majid ou Kasha évidemment, Ali Babal ou d'autres est la pure vérité. Absolument Vanuakush 45, ça je peux être d'accord avec ce point de vue là, mais sauf erreur, c'est pas le sujet. Et oui, et Vanuakush qui dit: l'Iran c'est juste l'islam appliqué, mais là encore, quel rapport avec la France insoumise? Je pense qu'on peut critiquer l'islam sans tomber dans une caricature qui est celle de CNews aujourd'hui, parce que ça rend les débats encore plus bidons à mon avis, et ça ne fait qu'enfermer les gens dans des postures justement caricaturales, dans un sens comme dans l'autre. Donc moi je suis pas certain du lien. Alors, ça crée un débat. Je pensais faire de la rigolade, mais ça crée un débat, donc c'est intéressant. Il y a Jean Neymar qui dit: le sujet, c'est que d'après toi, il va pas dans ton sens, donc il est manipulé. Alors honnêtement, c'est pas une question de sens. Même si, enfin d'accord. D'ailleurs, heureusement qu'il va pas dans mon sens, parce que s'il allait dans mon sens et que mon opinion était représentée par une pompe à vélo pareille, ça m'embêterait encore plus, très honnêtement. Je suis même content qu'il aille pas dans mon sens. Donc je trouve que je voulais juste dénoncer une caricature grotesque, pas plus. Je voulais pas faire un débat sur l'islam, que tout le monde garde son sang-froid. Je crois que les gens se sont énervés en 2026. Moi je suis là pour la déconne. Je voulais vous montrer un truc qui est caricatural. Enfin, t'invites pas un personnage de La Vérité si je mens sur BFM TV pour parler du monde juif, si tu veux. Donc à un moment donné, les caricatures c'est sympa, mais ça sert surtout à valider une théorie générale qui est la tienne, et sur CNews on les connaît, donc bon voilà quoi. Et Vaniakush qui dit: mais c'est de bonne guerre, la gauche compare le RN aux nazis, c'est pareil. Alors c'est vrai que puisqu'on est dans ce débat là, on peut en parler 30 secondes. Je trouve que cette accusation en nazisme, ce procès en nazisme, il est ridicule dans tous les sens. Ça fait des années que je vous le dis contre le RN. À un moment donné, faire un procès en historicité contre le RN en disant: vous êtes les héritiers des nazis, donc vous êtes des vilains, je trouvais ça ridicule. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, ce qui est encore plus dingue, c'est que l'extrême droite qui a chialé pendant des années en disant: le barrage républicain, c'est scandaleux, c'est du chantage, on nous nazifie pour créer un bouc émissaire. Le RN qui chialait sur ça pendant des décennies, on peut le dire, aujourd'hui ils font pareil concernant la France insoumise en disant: la France insoumise c'est le Hamas. Et d'ailleurs, est-ce que vous condamnez le Hamas? Et donc, si tu veux, moi, la diabolisation de l'adversaire pour avoir raison, je trouve que c'est scandaleux, quel que soit l'adversaire. Donc je trouve que cette technique est scandaleuse quand c'est le RN qui accuse LFI d'être soumis au Hamas, et je trouve que c'est scandaleux quand on accuse le RN d'être soumis à Hitler. Parce que c'est le niveau zéro du débat. Si on estime que ton adversaire, quel que soit le débat, quel que soit le sujet, il est nazi, en fait, il n'y a plus de discussion possible. Ce qui fait que le clébard de mon voisin, s'il vient chier sur mon paillasson, je peux avoir une discussion sereine avec mon voisin, une discussion intelligente, sans expliquer que son bulldog, en fait, c'est l'héritier de Goebbels, si tu veux. Non, son bulldog, c'est un bulldog. Donc, j'ai pas besoin de nazifier son chihuahua pour avoir raison. Et c'est ça qui m'emmerde un petit peu aujourd'hui, c'est que ceux qui ont subi ce chantage pendant des années en s'en plaignant, à juste titre, sont ceux qui aujourd'hui font le même chantage. Et je trouve que c'est assez ridicule. Et à mon avis, la campagne 2027 va être émaillée de ce genre de conneries.
Donc j'ai un petit peu peur là-dessus. Alors le débat est vif, aujourd'hui. Il y a Phil entre autres qui dit Marine en est l'héritière, elle n'a pas monté son parti, elle a repris celui du père. Si vous voulez, mais tous les gens qui se réclament héritiers de Mitterrand, encore Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on doit penser ? Quand même, François Mitterrand, tu veux, Vichy, c'était pas qu'un bonbon pour lui. Donc, bon, qu'est-ce qu'on doit penser ? Est-ce qu'on doit dire que Mélenchon était proche d'un ancien vichiste ? Est-ce qu'on doit dire ça ? Tu vois, je sais pas. C'est un petit peu facile d'avoir de la mémoire que sur un parti politique. Aujourd'hui, qui va emmerder Fabien Roussel pour lui dire qu'il est l'héritier de Staline ? Pourtant, les communistes, je veux dire, aujourd'hui, Fabien Roussel, il est président du Parti communiste. Donc qui va dire ça à Fabien Roussel ? Moi, je veux bien tout entendre, mais c'est juste que je trouve qu'il y a une forme il y a un manque de cohérence, si vous voulez. Si on a de la mémoire pour dire que le RN a été fondé par d'anciens vichistes, ce que je nie pas, évidemment, du coup, qu'est-ce qu'on doit dire à Fabien Roussel ? Qu'est-ce qu'on doit dire à Raphaël Glucksmann, avec un papy espion soviétique des Russes ? Dans ce cas-là, si on a de la mémoire, on l'a pour tout le monde, sinon on l'a pour personne. Donc je trouve ça un peu ridicule, quoi. Je trouve ça un petit peu facile, très honnêtement. Mais c'est vrai que c'est fou, parce qu'au départ, moi, je me foutais de la gueule d'Akinator. Ça va vite, dans le Juste Bistrot, c'est fou. C'est fou. Baldacat qui dit apaisons le débat, parlons de Morandini, ça va nous détendre. C'est vrai. Et Vaniacuche 45 qui dit je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. Je pensais que tu refusais la moindre critique de l'islam, autant pour moi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, c'est vrai que peut-être que j'ai été maladroit et qu'on s'est pas entendu. Non. Au contraire, je pars du principe que toute religion est critiquable. Au contraire, que c'est un débat riche, c'est un débat passionnant. Mais si chacun caricature les postures des autres, on l'a pas, ce débat, si vous voulez. Donc c'est ce qui m'embête. C'est ce qui m'embête vraiment. Moi, critiquer l'islam, il n'y a pas de souci, mais faites-le avec des gens sérieux. Quelqu'un parlait tout à l'heure de je crois que c'est Majid Oukacha. Voilà, on peut tout à fait apprécier son boulot. Et le mec, curieusement, c'est pas lui, on le voit pas beaucoup dans les médias, tu vois. On va chercher n'importe quel guignol qui est pas foutu d'aligner 3 phrases, et on dit regardez, il est imam, on lui a mis un chapeau sur la tête, il est imam, et lui il va nous dire la vérité sur l'islam. C'est trop facile. Pourquoi CNews n'invite pas un imam sérieux face à un critique de l'islam sérieux pour faire un débat sérieux ? Moi, c'est ça qui m'emmerde. Après, non, c'est pas du tout une question de critique. Mais pareil avec, si vous voulez critiquer le sionisme aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas une religion, mais si vous voulez critiquer le judaïsme, il n'y a aucun problème. Mais faites-le avec des gens sérieux. Si tout devient caricatural, il n'y a pas plus de débat que si on interdit ce débat, si vous voulez. Pour moi, c'est 2 extrêmes, quoi. L'extrême caricature qui fait que t'as pas de débat, in fine, t'as pas de raisonnement, t'as rien, et le fait de refuser le débat où t'as pas plus de débat. Donc tu vois, il y a un truc juste au milieu, t'as capté la ref. Qui je voulais remercier, c'est Zorgre qui vient de subprime 8e mois, merci beaucoup, cher ami. Et Krilige qui dit la caricature qui fait polémique, alors vous en pensez quoi ? Pas sûr que ça détende. Par contre, on en a parlé hier, cher Krilige, il y avait pas mal de petits points de vue, je te renvoie vers le Juste Bistrot d'hier, donc ce sera le numéro 563. Voilà, si tu veux voir le résultat sur le débat là-dessus. Il y a Coops34 qui dit j'ai vraiment aimé le sujet d'hier sur les fléchettes de merci les amis. C'est vrai que je suis plutôt content avant d'enchaîner. Je suis plutôt content des commentaires qui étaient chouettes. Alors évidemment, ça ne sont pas les vidéos avec lesquelles on fait le plus de vues, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus trop mon problème aujourd'hui. Je suis très content de vous partager en fait des choses qui me font plaisir. Voilà, des petits coups de cœur, sans forcément être un passion, enfin comment dire, pas passionné, oui, sans forcément être un passionné et ou connaisseur du sujet. Moi, ça m'a plu, les fléchettes, j'ai trouvé ça sympa, je voulais vous le partager. C'est aussi ça, le fait de revenir à la base de Juste Milieu, c'est qu'avant, je me posais pas vraiment de questions pour savoir quel sujet aborder, quelle était tendance, dont il fallait parler et compagnie. En fait, ce réflexe-là, c'est le meilleur moyen de parler des mêmes sujets que tout le monde, tout le temps, parce que parfois je vais continuer à le faire évidemment. On va parler de l'Iran aujourd'hui, tout le monde parle de l'Iran naturellement. Mais voilà, je suis très content en fait de vous proposer ça de temps en temps, parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, voilà, de vous parler de trucs que j'aime bien, ça crée des réactions. Voilà, Coops34 qui dit j'aime beaucoup le nouveau ton que tu prends avec ces sujets plus légers. Voilà, je suis content les amis, et je comprends tout à fait que parfois ça ne va pas vous plaire.
ça va pas vous intéresser, mais c'est aussi ça. Rappelez-vous, les tout débuts de Juste Milieu, c'était ça. Parfois, je faisais des vidéos sur des sujets un peu différents, et voilà, j'ai envie de vous pousser à aller vers des sujets qui ne vous intéressent pas, mais voilà, parce que vous êtes super, vous êtes là, vous soutenez la chaîne, vous soutenez notre travail, et bien, voilà, ça nous ouvre le cerveau. Voilà, on s'intéresse à d'autres choses, donc je suis très content, et ça va continuer. Sachez que demain, ça devait être aujourd'hui, mais finalement c'est demain, on va parler de la question de la nostalgie. Voilà, pas la radio, évidemment, peut-être qu'on en parlera un petit peu de la radio, mais on va parler de la question de la nostalgie à travers la série Stranger Things. Donc vous inquiétez pas, la série Stranger Things, c'est une partie du sujet. On va parler, il y aura de la science, il y aura de la psychologie, il y aura de la philosophie là-dedans, il y aura de tout. J'ai préparé ça aujourd'hui, j'ai hâte de vous le présenter. Ce sera demain. Voilà, Edouard se déshabille en attendant le sujet, je crois qu'il a hâte. Je peux en dire plus, mais... Ah merde. Tu te déshabilles. Je suis donc Gérald Darmanin. Alors j'en ai marre qui dit ça va parler MK Ultra. Effectivement, il y aura aussi du MK Ultra dans le sujet parce que la série Stranger Things parle de ça. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc rendez-vous demain dans le Juste Bistrot. J'espère que ça va vous plaire. Et il y aura une fiche récap parce que demain il y a beaucoup de choses. Un gros sujet avec beaucoup de choses. La fiche récap, elle sera importante. Elle sera importante parce que il y aura beaucoup de réflexions. Vous pourrez garder ça au chaud, l'imprimer. Et voilà, ce sera demain dans le Juste Bistrot. Les amis, on avance avec une petite séquence CNews. Alors, on va pas faire 3 heures là-dessus, mais ça m'a fait marrer, j'ai trouvé ça sympa. Alors, c'est pas l'acharnement sur CNews, c'est que j'ai vu passer ça dans mon fil Twitter tout à l'heure, et je me suis dit, la réflexion est intéressante parce que c'est en continuité avec ce que je vous disais concernant l'affaire Sarkozy. Rappelez-vous, quand je vous disais que, alors évidemment, c'était ma petite analyse à moi, à travers la défense de Sarkozy dans les médias, on avait droit à une défense de classe, une défense de caste, où en fait des gens de l'élite se défendaient entre eux, et en défendant Sarkozy, ils militaient pour le droit, entre guillemets, de ne pas être condamnés à leur tour demain. C'est-à-dire qu'en protégeant Sarkozy, ils se protégeaient eux-mêmes dans un réflexe de caste. Et ben là, on a quelqu'un qui est allé encore plus loin sur CNews, et celle-là, je ne l'avais pas vu venir. C'était aujourd'hui. Écoutez ce que nous a dit ce monsieur. On ne sait pas qui c'est. On saluera sa tonture clairsemée, mais il nous a dit ceci. Mon avis sur le sujet. Moi, j'ai un problème avec la question de l'inéligibilité. Parce que je me dis que, dans le fond, qu'est-ce que ça signifie, l'inéligibilité? Que des juges vont décider que quelqu'un ne peut pas se présenter à une élection, comme si c'était un privilège de se présenter à une élection. Olivier, c'est pas les juges. Mais oui. C'est pas les juges. Mais c'est les juges. Non, c'est la loi. Non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est les parlementaires. Alors, je reprends, j'ai un problème avec la loi. Mais c'est les parlementaires. Mais j'ai un problème avec cette loi. Mais c'est ce que vient de dire Charlotte. L'important, c'est d'être transparent. Oui. En fait, on en crève. C'est-à-dire que la haute autorité de la transparence... On laisse les électeurs décider de la gravité des faits qui sont reprochés à un élu. Mais ils sont tout à fait responsables de savoir s'ils décident de voter pour lui ou s'ils décident de le sanctionner, de ne pas voter pour lui, parce qu'ils estiment que ce qu'il a fait, c'est les députés du Rassemblement National. Voilà, donc ce monsieur journaliste, c'était écrit journaliste... pour Europe 1. Bon bah voilà, hein, il a traversé la rue, comme dirait Macron, de CNews à Europe 1, véritablement. Voilà, c'est un golf en 2 trous. Qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Et là, c'est vrai que c'est du génie. Celle-là, je l'avais pas vu venir. On est à un niveau quand même assez brillant. Il nous dit non mais attendez, des politiciens qui ont menti, qui ont trahi, qui ont détourné de l'argent, et plus si affinité, ou si minorité surtout. Hein, laissons les électeurs voter. Et peut-être les électeurs, ça leur plaît d'avoir des représentants politiques qui sont des salopards. Laissons-les voter. Et pourquoi pas une sorte de système à la Star Academy pour savoir si nos politiciens sont coupables. Tu vois, si vous voulez condamner Marine Le Pen, tapez 1. Avec Nikos Aliagas qui te lit « Alors les loulous ?» Ouais, elle est pas si mal l'imitation, elle est pas si mal, je tente un truc. Mais tu vois ce que je veux dire? On est au point où on parle beaucoup de société du spectacle, évidemment. Jean Baudrillard, qu'on embrasse. On parle beaucoup de société du spectacle. Mais là, si tu veux, on est en train d'atteindre... Guy Debord, ce que je raconte. Guy Debord, évidemment. Guy Debord, société du spectacle. On est en train d'atteindre un niveau où il y avait le spectacle, et maintenant, le spectateur devient acteur du spectacle, au sens où, si on suit l'idée de ce monsieur, la justice ne sera plus qu'une question de popularité.
C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, c'est encore une connerie d'un intervenant sur CNews. Je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que nous dit ce monsieur, parce que là encore, on a l'expression d'un sentiment de classe, en vérité. D'un mec qui se dit, non, mais en fait, ce que je dis, c'est important. Ce que je dis, c'est sérieux. Ce que je dis, ça doit être dit. C'est d'ailleurs pour ça que je suis payé et que je suis à l'antenne. Donc, si on va au bout du truc, c'est que désormais, un politicien, et peut-être que par extension, ça peut être un membre de l'élite, ne sera plus considéré comme coupable si les gens votent pour lui. C'est-à-dire que pourquoi pas faire des référendums sur la culpabilité de nos politiciens, tu vois ? Le député X a violé son attaché parlementaire, il l'a assassiné. Si vous jugez qu'il est innocent, tapez 1. S'il est coupable, tapez 2. Si vous votez LFI, tapez votre femme. Non, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Oh là là, ah, j'ai honte. Là, j'ai dérapé, par contre. C'était par rapport à Adrien Quatennens, LFI, ouais. Là, j'ai dérapé. Mais tu te dis, on en est là. C'est-à-dire que on peut même pas parler de tribunal populaire, dans la mesure où un tribunal populaire, c'était à peu près organisé, à peu près clair. Là, aujourd'hui, c'est vraiment la logique du « oui, mais Nicolas Sarkozy, dans la propagande que nous fabriquons, nous médias, on vous répète tous les jours que Sarkozy est populaire, on vous dit tous les jours que les gens l'adorent, donc en fait, il est innocent. » Donc, on en est rendu à un point où la propagande du système médiatique vaut exemption de soumission à la justice. C'est-à-dire que vous êtes blanchi. Voilà. Vous êtes blanchi parce que les médias ont dit que vous étiez quelqu'un de bien, quelqu'un de sympatoche. Donc, en termes d'autoprotection des membres des élites, on peut pas mieux. On peut pas mieux. C'est-à-dire que t'es à un niveau où aujourd'hui, même la justice, tu lui pisses au cul, quoi. Mais dans des dimensions qu'on avait rarement observées. Et moi, c'est ce que je trouve formidable. C'est qu'il y a plus de limites. On ne se retient plus. Et ça, c'est important. Vraiment, nos journalistes sont un peu, si vous voulez, comme des incontinents de la pensée. Tu vois, les journalistes, CNews ou BFM, tout ce que vous voulez, on est à un tel niveau que leur pensée, si on peut parler de pensée, s'échappe de la bouche. Tu vois, t'as une mécanique cerveau-bouche qui est à peu près classique. Alors, chez un ancien président américain, t'as une mécanique bouche-bouche, c'est comme ça, mais tu vois, t'es vraiment dans un délire où il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de ce petit truc qui fait que, tu vois, entre le cerveau et la bouche, il y a un truc qui s'appelle le bon sens qui joue le rôle de filtre, qui dit non, quand même, Sarkozy est innocent parce qu'il est apprécié dans des articles qu'on a nous-mêmes écrits. Non, ça, je peux pas dire ça. Il n'y a plus de limite. On est dans l'incontinence de la pensée et je trouve ça assez bluffant. Donc, je voulais vous partager cette petite séquence parce qu'elle est dans la continuité de ce qu'on s'était dit. Donc, voilà là-dessus, sur cette déclaration sur CNews. Je prends votre message, je prends vos messages dans le chat. Dites-moi un petit peu là-dessus quel est votre regard. On a Nouveau Micron qui dit ce pays est grave. Il y a Ludo Startup Now qui dit dans son discours post-condamnation, Sarkozy a dit je laisserai les Français apprécier cette condamnation. Et franchement, j'ai apprécié grave. Je suis d'accord avec toi. Sam 6 qui dit l'Occident est grave. Jérémy Dudu88 qui dit tu te bloques même sur des indis. Alors, je t'avoue que le mot indie m'échappe. INDITS, je sais pas ce que tu veux dire par là. Célesto Moldave, quand tu te retrouves avec Sarah Knafo au JT de 20h, c'est clair. On a qui d'autre? Flatipus qui dit je suis à moitié d'accord, je veux dire, ce sont les électeurs qui doivent sanctionner un politique, mais encore faudrait-il qu'il y ait transparence. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Flatipus, parce qu'en tout cas, ça permet de prolonger un petit peu... d'expliquer un petit peu plus ce que je pense, et puis on sera peut-être pas d'accord, c'est ce qui est chouette, mais si tu veux, pour moi, si tu prends la problématique un peu plus dans son ensemble, je vois pas comment c'est conciliable que les électeurs sanctionnent la culpabilité ou non d'un représentant politique à partir du moment où la justice elle-même est vérolée. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy. Parce que si moi je le dis, je peux être poursuivi de dire que la justice de mon pays n'est pas digne de confiance. Mais je comprends pas comment c'est possible que Sarkozy te dise la justice est pourrie, elle fait pas son job, et au bout du compte, ce sont les électeurs qui doivent sanctionner la culpabilité.
C'est-à-dire que si la culpabilité n'est pas établie parce qu'elle est rendue par une justice pourrie, derrière, le consentement ou non des électeurs, il est vicié parce qu'il est rendu par une justice pourrie. Donc en fait, rien ne va dans cette affaire. Tu peux pas dire la justice n'est pas bonne et ce sont les électeurs qui apprécieront. C'est qu'ils apprécieront une décision qui, d'après Sarkozy, n'est pas bonne. Alors, c'est un peu de la rhétorique ce que je fais là, mais c'est juste de dire que tous leurs raisonnements sont éclatés au sol. Tous leurs raisonnements sont pourris. Dans un pays où la justice fait correctement son travail, ou dans la mesure du possible, et depuis quand on doit soumettre les décisions de justice au peuple ? Et si on veut aller jusque-là, il faut être prudent, parce que soumettre la justice à l'opinion populaire, ce sera l'opinion dominante. Donc, nos amis, par exemple, d'extrême droite qui pourraient être tentés par cette idée-là, si la France est grand remplacée, ça veut dire que demain, la justice sera rendue par les grands remplaçants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par extension, ce raisonnement, il est dangereux pour ceux mêmes qui le soutiennent, si tant est qu'ils aient raison concernant le grand remplacement. Ça tient pas la route. Je veux dire, si la justice est établie depuis des siècles, c'est quand même pour quelque chose. On avait parlé il y a quelques jours de la figure du Léviathan, chez Thomas Hobbes, de choses comme ça. Il y a une sorte de pilier auquel consentait jusqu'à présent la majorité des citoyens, que la justice soit plus ou moins bien rendue. Je suis pas en train de vous dire que c'est parfait, mais je suis en train de dire que pour faire société, il faut des piliers où tout le monde consent à peu près à ce que ces piliers existent. Les forces de l'ordre, la justice, le pouvoir, la représentation du pouvoir. Si on commence à dire que la justice c'est de la merde et qu'on va rendre justice à travers des référendums, bah, ça va faire de drôles de surprises pour tout le monde. D'autant plus dans un pays où ces mêmes citoyens qui demandent une justice rendue par le peuple te disent que la justice est pourrie. Enfin, je peine à comprendre, en fait. Je peine à comprendre l'articulation logique de tout ça. Je prends vos messages pour ceux, voilà, il y a des petits développements là-dessus. Il y a Hurluberlu9 qui dit surtout que ce sont les mêmes qui vont nous expliquer que les sanctions données à des voleurs lambda, par exemple, sont trop faibles et que la justice est trop laxiste. Mais si quelqu'un de leur classe médiatique ou politique est touché par une affaire scandaleuse de détournement, par exemple, alors là, tout le système s'affole et il condamne les lois. Je suis complètement d'accord avec ça. Igerne14 nous dit non, il y a des juges qui prennent du recul. Ceux qui ont voté Sarkozy ne seraient pas objectifs. Maillot Jonavi, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, le Conseil d'État, bloquent la volonté populaire. Ludo Startup Now, attention, soumettre la justice uniquement à des professionnels est dangereux aussi. La suppression des jurés populaires ne me paraît pas une solution idéale. Plutôt d'accord avec ça aussi. Point de complément très intéressant. Olivier Marstrez, on notera quand même les assises, qui est un tribunal populaire, enfin soi-disant. Mais bon, Flatipus, je parlais de l'inéligibilité, je me suis mal exprimé. On a Zabou 1961, pas besoin de raisonnement sensé. Leur discours conforte les décérébrés hérités de la fabrique à crétins dans leurs convictions artificielles, convictions fabriquées de toutes pièces par le système. Ouais, pas content, Zabou 1961. Donc voilà un peu là-dessus, sur ce sujet. Les amis, vous êtes nombreux sur Facebook, Twitter, comme d'hab, vous le savez les copains. Vous pouvez liker, partager si vous appréciez ce boulot. Vous abonner bien sûr sur TikTok, pareil. N'hésitez pas à tapoter, mettre des cœurs, parce que ça pousse les algorithmes et ça nous permet d'être un petit peu plus mis en avant. Et c'est ce qui fait plaisir. Voilà, grâce à vous, tous ensemble, hey. Et ceux qui disent tous ensemble, hey, ce sont les francs-maçons. Et oui, non mais alors la transition, t'as vu, elle est pas évidente. Là, j'ai parlé sur une voix un petit peu monotone pendant quelques minutes et hop, là je vous ai surpris à franc-maçon. T'as tous les Portugais qui ont fait quoi, maçon? Non, je rigole. C'est cliché raciste. Ah là là, c'est pas possible en 2026. J'en tousse. Donc, non, la franc-maçonnerie, pourquoi je vous parle de ça? Là encore, dans mon fil Twitter, j'ai vu ça ce matin. Docteur Thomas Guénolé. Alors, vous savez de qui on parle? Le croisement entre Costa Croisière et Assermandax, la tronche en biais. Je l'aime bien, Thomas Guénolé, donc un petit peu le clébard de Cyril Hanouna dans touche pas à mon poste, tout beau, tout neuf. Bon, qui est revenu de sa croisière et qui là, bon, il a fini son spectacle, ça s'est bien passé. Et là, écoutez ce que nous a écrit Thomas Guénolé aujourd'hui. Il nous a régalé, notre ami le comédien, le François Pignon du stand-up croisiériste,
qui nous a écrit ceci aujourd'hui. J'apprends que Le Point s'apprête à outer, donc révéler en français, mon appartenance à la franc-maçonnerie. N'aimant pas qu'on parle de ma vie privée à ma place, je choisis donc de l'annoncer moi-même. Je suis fier d'être membre du Grand Orient de France, que j'ai rejoint par adhésion et admiration pour son combat plus que centenaire contre l'extrême droite. Je n'ai rien à ajouter sur ce sujet. Alors, une fois de plus, on se régale, on s'en frise les moustaches, comme dirait Roselyne Bachelot. On se frise les moustaches avec ce que nous dit l'ami Thomas Guénolé. C'est que, une fois de plus, ça relance le débat. Alors, un débat d'ailleurs qui est vif en Angleterre. Vous avez peut-être vu ce qui se passe du côté de la Grande-Bretagne. Je vais voir si je vous trouve pas une petite vidéo qui résume le sujet. Tac. Sinon, bon, je pourrais vous en parler, c'est pas très grave. Bon, j'ai pas de petite vidéo qui résume. En Grande-Bretagne, c'est un vrai débat. Il y a un article sur un super site qui a été fait qui s'appelle Juste Milieu. Je vous ai fait un petit article sur le sujet, si jamais, il y a quelques jours. Pour dire qu'à un moment donné, il faudrait quand même mettre le sujet sur la table. Voilà. J'ose dire un truc qui est un petit peu complotiste, mais on va en parler quand même, parce que c'est l'ami Thomas Guénolé qui révèle faire partie du Grand Orient de France. Jusqu'à quand on tolère que ce groupuscule qu'est la franc-maçonnerie avec toutes ses ramifications, dont des loges parfois à visée criminelle, il va y avoir le procès de la loge Athanor qui va s'ouvrir en 2026, une loge franc-maçonne dont certains membres s'organisaient entre eux pour assassiner des gens. Je te dis quand même, c'est pas détendu. Jusqu'à quand en fait on va tolérer cet entre-soi qui crée de toute évidence des situations de conflit d'intérêts, et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Grande-Bretagne, je vais vous en parler dans quelques instants. Jusqu'à quand on va tolérer le fait que les membres de la franc-maçonnerie aient le droit, et n'aient pas l'obligation de révéler leur appartenance? Parce qu'à un moment donné, vous avez des corps de métier, des corps constitués où les gens, ça doit être connu que tu y appartiens. Sinon, ça peut créer des conflits d'intérêts. Ça peut créer des situations où, entre membres d'un même groupuscule, tu peux t'accorder des faveurs. Là, nickel. Sur la franc-maçonnerie, nickel. Vraiment, toucher à rien, c'est impeccable. Et ce qui est fou, c'est que ce que je vous dis est tellement complotiste que c'est ce qui est en train de se passer au sein de la police en Grande-Bretagne. Il y a de nouvelles... une décision qui a été prise il y a peu de temps pour, je vous lis ce que nous dit le Figaro dans un article du 29 décembre 2025, donc c'est pas vieux, qui dit « Un nouveau dogme qui suscite la colère des francs-maçons, la Metropolitan Police qui veille sur la sécurité du Grand Londres a édité une nouvelle règle en ce mois de décembre qui stipule que tout agent de police faisant partie ou ayant été membre d'une organisation hiérarchique exigeant que ses membres se soutiennent et se protègent mutuellement doit désormais en informer leur supérieur hiérarchique. » Et donc, il redoute en Grande-Bretagne justement des affaires de corruption, des affaires de conflits d'intérêts. Et vous avez donc, apparemment, d'après un sondage, 2/3 des policiers qui sont favorables du côté de la police londonienne. Donc, c'est un débat plus que jamais d'actualité. Et je trouve ça assez fou que Thomas Guénolé, mais en toute souplesse, déboule en disant « Oui, bon, je suis parti de ça parce que Le Point va le révéler, alors je vais le faire moi-même. » Donc, déjà, c'est quoi ce besoin de révéler, de le garder caché? Pourquoi le garder caché? Si vous faites partie... Parce qu'on nous dit la franc-maçonnerie, c'est absolument inoffensif. On nous dit, ça craint rien, vous inquiétez pas. C'est plus ou moins comme un club de foot. Voilà, sauf qu'ils sont nuls au foot. Dans ce cas-là, pourquoi c'est secret, en fait? Pourquoi il y a toute cette tradition du secret si ça n'a aucun intérêt? On nous jure que ça n'a aucune influence sur la politique, sur des situations de favoritisme, de privilèges, de choses comme ça. Si ça sert à rien, dites-le. Parce que, tu vois, moi ce soir, je vais prendre une douche. Bon. Et quand je prends ma douche, j'ai un savon à la menthe et au charbon. J'ai acheté cette merde dans un truc bio. C'est Madame Milieu, elle me traîne dans des trucs comme ça, la Biocop, j'en peux plus. Chaque produit, c'est le PIB du Togo. Et bon, les vendeurs, tu te dis, s'il est là le week-end prochain, c'est que vraiment, c'était celui qui était le plus en forme. Bref. Bon, tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout de mon savon. Puis c'est pas grave, j'ai pas intérêt à faire le groupuscule des amateurs de savon à la menthe, et puis on met des robes avec des masques de Titi et Gros Minet, on ne demande pas pourquoi, et on fait des réunions dans le noir en se disant on est les amateurs de savon. Comme ça, on est là, Tahiti douche pendant 1 heure, on fait des prières. Puis après, tu sais, on commence à se recruter les uns les autres dans des postes un peu sympas, puis après, il y en a un qui est policier et ainsi de suite. Mais surtout, faut pas dire qu'on est fan des amateurs de savon.
qu'on est des amateurs de savon à la menthe. Et ben, à un moment donné, c'est suspect, c'est légitimement suspect. Donc, je trouve que c'est assez fou. Et l'ami de Thomas Guénolé, voilà, remet une pièce dans la machine par rapport à ça. Ça me plaît bien, je voulais vous en parler. Et là encore, hein, dites-moi votre avis, c'est aussi pour créer le débat, ce sujet-là, avant que nous allions en Iran. Donc c'est vrai que Thomas Guénolé, quand même, cumule, hein, il cumule les mandales, comme on dit, parce que franc-maçon, soumis à Hanouna, guignolo des médias, tu dis quand même, ça fait beaucoup de qualité pour un seul homme. C'est quand même pas mal. Il y a Flatipus qui nous dit: je vous conseille la vidéo de Mehdi Mathieu sur la franc-maçonnerie. C'est un youtubeur de droite, mais ça se voit pas trop. Pour ceux que ça pourrait révulser, je connais pas, je regarderai. Twitch qui dit: il est sûr qu'un juge franc-mac est partial face à une prévenue franc-mac, mais pas sûr quand même. Maillot jaune avis, les clubs de rillettes se réunissent bientôt. Absolument. Ben moi c'est ça. Je fais partie de la franc-charcuterie. C'est tout nouveau. On est 3 actuellement. Il y a moi, Monique Ranou et Joël Robuchon. Mais bon, lui, il a démissionné pour d'évidentes raisons de planning. Et là, ouais, moi je fais partie de la franc-charcuterie. On se réunit, on se tartine du Saint-Doux sur la gueule à longueur de journée. Bon, mais c'est inoffensif. Ne vous inquiétez pas. Non, ça craint pas. Donc, de toute façon, Monique Ranou, elle bosse chez Intermarché. Qu'est-ce que tu veux qu'elle ait de l'influence voilà, par changer la recette de ses gratons de canard, tout le monde s'en bat les couilles. Donc voilà, c'est voilà, je vous l'annonce officiellement, je fais partie de la franc-charcuterie. J'ai un conflit d'intérêts absolument. Et si jamais Thomas Guénolé veut nous rejoindre, on a besoin d'andouilles, donc on recrute évidemment. Donc voilà, et Ludo Startup Now, très bonne vanne, elle est fine pour ceux qui l'auront, qui dit: on touche pas à la mémoire de Robuche, donc Joël Robuchon, purée, dit-il après une virgule, par rapport à la fabuleuse recette de la purée de Joël Robuchon, et qu'on va d'ailleurs se regarder immédiatement, parce que j'aime les transitions qui sentent bon l'absence de transition. C'est aussi ça la France qu'on aime, la France qui gagne, et j'ai envie de vous montrer voilà, la recette de la célèbre purée de Joël Robuchon. C'était à l'époque dans l'émission Bon Appétit, bien sûr. Voilà, et j'ai connu. Je suis né en 94, donc de temps en temps je voyais ça sur France 3, voilà, chez ma mamie, parce qu'elle cuisinait, la mamie. Bon, eh bien regardez cette recette, la purée historique de Joël Robuchon. C'est ça le Juste Bistrot. S'il y en a qui déboulent, on passe de la franc-maçonnerie à la recette de la purée. Pourquoi ? Eh bien je ne sais pas, mais on part sur de la purée et on se régale, et c'est l'amour de la bonne pomme de terre. On les sale, environ 10 grammes de gros sel par litre d'eau. La peau protège la chair des pommes de terre, ainsi les pommes de terre pompent moins d'eau et la purée sera moins aqueuse. Les pommes de terre ont cuit pendant 25 minutes à frémissement, on vérifie la cuisson. Avec le couteau, on pique la pomme de terre, et si la pomme de terre tombe toute seule, c'est qu'elle est cuite. Le moment le plus dur, c'est maintenant, car là, il faut les peler. Ah oui, là ça fait mal aux mains, On les pose sur une assiette, on passe les pommes de terre dans le moulin à légumes. Et surtout éviter les mixeurs qui ont tendance à corder toutes les pommes de terre. On récupère donc toute la pulpe de pommes de terre, on met dans une casserole, sur le feu. Pendant ce temps-là, on prend une casserole. Pour éviter que le lait accroche, on verse une goutte d'eau dans le fond de la casserole. On y verse 20 à 30 centilitres de lait entier. Voilà, évidemment, entier. À ébullition. Voilà, évidemment. Pendant ce temps-là, on travaille la pomme de terre à feu doux en lui incorporant le beurre. Petit à petit 250 grammes de beurre bien froid, coupé en morceaux. Il ne reste plus qu'à ajouter le lait pour obtenir l'onctuosité, c'est-à-dire l'épaisseur voulue. On commence toujours à la spatule. Dès qu'elle arrive à une épaisseur assez souple, on finit au fouet. Voilà, avec de la vivacité dans le poignet. Hein. Petit à petit le lait. Il faut voilà, bien absolument. Voilà. Poignet souple. La méthode Gabriel Attal, toujours. On obtient une purée. Voilà, là tu la passes au tamis, c'est ça le secret. Et là t'as une onctuosité, bordel. Oh là là. Le meilleur est souvent c'est fou. Et bon appétit, bien sûr.
Voilà, putain. Ah, ça m'émeut. Moi, tout ce qui touche à la pomme de terre, moi, tu vois, ça me secoue, putain. La patate, c'est ma vie. On me le dit souvent, Rémi. On me dit, Rémi, t'as la patate, tu vois. Mais ça, c'est vrai que j'adore ce qu'il propose. 250 grammes de beurre pour 15 grammes de patates, c'est vrai que ça peut surprendre, mais qu'est-ce que c'est bon, bordel. Ah, j'adore, on embrasse, évidemment, Joël Robuchon. Et on va enchaîner avec tout de suite le dossier iranien, voilà, sans transition. Pourquoi se faire chier ? J'aime bien, voilà, pour ceux qui commencent à s'endormir en disant « Ah, Rémi, il parle encore de bouffe », bim, l'Iran. Et là, ça, c'est pas marrant, parce que l'Iran, c'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe en Iran ? Alors, vous l'avez vu, répression terrible tournée contre le peuple iranien. C'est vrai que la transition est vraiment pas fastoche, parce qu'on a aujourd'hui des centaines de morts constatées par plusieurs ONG. Alors, ça va d'un rapport de 1 à 10. Il y a très peu d'informations qui circulent. Internet aurait été coupé du côté de l'Iran. Un déploiement de réseaux Starlink serait prévu. En tout cas, Elon Musk se serait positionné par rapport à ça. Mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe. La situation est quand même floue. Et on va parler d'un personnage parce que vous le savez, je suis pas vraiment à l'aise à commenter le réel en train de s'écrire. Je préfère vous proposer des analyses un petit peu plus de fond qui éclairent l'actualité la plus brûlante sans pour autant tomber dans le pronostic ou l'hypothèse ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, on a un drôle de personnage qui revient sur le devant de la scène. Vous en avez sûrement entendu parler. J'ai nommé Reza Pahlavi, donc connu pour être le fils du fameux Shah d'Iran. C'est ce monsieur, voilà, si vous avez ses photos, si vous l'avez déjà vu. On parle beaucoup de lui aujourd'hui dans les médias internationaux, et pas que français. Et on a un drôle de personnage. Alors on rappelle que le contexte de ces manifestations est constitué d'une révolte populaire qui a été causée notamment par une augmentation du coût de la vie en Iran, une inflation terrible qui fait que les Iraniens ont de plus en plus de mal à s'en sortir, et puis on a un contexte politique qui aujourd'hui est de plus en plus critiqué par les Iraniens eux-mêmes, parce que si vous voulez, l'avis des Américains sur la vie en Iran, on s'en cire. C'est qu'en pensent les Iraniens eux-mêmes, et aujourd'hui, il y a une volonté de changement, de révolte populaire. Donc, pourquoi je vous parle de ce Reza Pahlavi ? C'est qu'on nous en parle beaucoup parce que on le présente comme peut-être l'espoir de l'Iran, voire un sauveur providentiel d'après certains médias. Donc vous avez par exemple cet article du Figaro dans l'édition du 12 janvier, donc c'était hier finalement, hier au moment où je vous parle. Donc pour vous donner quelques éléments sur son parcours, je vais vous lire pour mieux comprendre qui est le bonhomme. Chemise blanche et cravate bleu foncé, celui qui rêve d'un retour au pays était dans sa 19e année quand il quitta l'Iran. Né en 1960 à Téhéran, il vit aux États-Unis depuis 1978. Cette année-là, il part en Amérique pour une formation de pilote de l'air, sans imaginer qu'un an plus tard, son père serait chassé du pouvoir par une révolution. Après des mois d'errance des Bahamas au Caire, en passant par le Mexique, Reza Pahlavi retourne aux États-Unis où il épousera en 1986 une avocate iranienne, Yasmine Etemad Amini, avec qui il aura 3 filles. Donc, vous donnez le contexte un petit peu de ce monsieur pour le connaître un petit peu plus. Très honnêtement, j'avais entendu son nom, je voyais de loin qui il était. Mais là, aujourd'hui, on parle beaucoup de lui. Et c'est vrai qu'on en parle dans un contexte qui, personnellement, me met un petit peu le doute. Alors, on rappelle que l'année dernière, et c'est un élément très important, vous allez voir, l'Iran avait été la cible d'une attaque militaire menée par Israël. Et plus ou moins validée par les États-Unis. Le doute persiste, on va dire. Et il y a encore quelques années en arrière, les États-Unis s'en étaient également pris à l'Iran pour assassiner le militaire Soleimani, par exemple. Donc, on sait qu'il y a un contexte géopolitique très tendu et que l'Occident mené par les États-Unis et Israël se pose de sérieuses questions sur l'Iran. Alors aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'il y a cette révolte populaire qui permet aux Occidentaux de dire « Mais vous avez vu, le peuple est malheureux, il faut faire quelque chose ». Trump s'est déjà positionné, ça fait environ 2-3 semaines, qu'il parle de l'Iran et qu'il a dit que si le pouvoir iranien s'en prenait à son peuple et qu'il y avait des morts, les États-Unis se tenaient prêts à frapper. Donc les États-Unis qui sont désormais une sorte de Pascal le grand frère de la géopolitique, et les États-Unis qui sont prêts à intervenir dans tous les pays du monde où les gens sont malheureux. Voilà.
Bon, il y a des gens malheureux aux États-Unis, mais ça compte pas. Il y a des gens qui sont plus malheureux dans des pays où parfois il y a plus de pétrole. Voilà. Où il y a plus d'intérêt géopolitique, ça dépend. Parce que tu vois, il y a des gens malheureux dans certains pays d'Afrique noire. Tu vois, t'as des dictatures, par exemple. Même en Asie du Sud-Est, t'as des pays autoritaires où les gens sont malheureux. Les États-Unis, ils y vont pas. Donc je sais pas. Donc, bon, le doute, voilà, moi j'ai toujours un doute quand les États-Unis se positionnent sur une situation à l'international. Je me dis, bon, ça fait quand même 300 ans que les États-Unis d'Amérique existent environ, un peu moins. Ça fait 300 ans qu'on n'a pas vu les Américains mener une action militaire à des fins philanthropiques ou à des fins bénéfiques au peuple, et de manière parfaitement désintéressé. Donc je me dis, peut-être que 2026, c'est la bonne année. Donc on verra, mais l'histoire de l'impérialisme américain n'a jamais brillé par sa capacité à se soucier du bonheur des peuples, et seulement du bonheur des peuples. Maintenant, on peut se tromper. Voilà, attention, voilà, je veux pas être définitif sur la question. Là, peut-être que l'Iran, ils se sont dit, non, quand même, on va y aller. Alors, et c'est le Figaro qui nous le dit, il faut quand même comprendre que ce monsieur Reza Pahlavi, qu'on met beaucoup en avant aujourd'hui, il n'est pas tout seul, parce que on entend son nom, je vous l'ai dit, dans les médias du monde entier. Il est poussé, il sort un petit peu de nulle part en vérité, disons-le, il est poussé par des médias du monde entier, et il est beaucoup poussé par Israël notamment, et ça c'est le Figaro qui nous le dit. Je vous montre, toujours dans l'édition du 12 janvier, je vous lis ce que nous dit le Figaro pour en savoir un petit peu plus sur ce monsieur, ce Reza Pahlavi. Le Figaro nous dit « La proximité de Reza Shah », donc c'est son surnom, si vous voulez, son titre en tant que fils du Shah d'Iran, la proximité de Reza Shah avec l'entourage de Benyamin Netanyahou, avec lequel il s'affiche en photo sur sa page X en 2023, fait également grincer des dents. Certains s'interrogent d'ailleurs sur l'effet grossissant des slogans pro-Shah, amplifiés par une campagne médiatique menée par les chaînes d'opposition en persan, Iran International ou encore Manoto, acquise à sa cause, mais également par une armée de jeunes influenceurs vraisemblablement téléguidés de Tel Aviv et très actifs sur TikTok, X et Instagram. Selon une enquête conjointe du quotidien israélien Haaretz et The Marker, appuyée par les recherches de Citizen Lab, un centre de recherche de l'université de Toronto, une vaste opération d'influence israélienne en langue persane aurait été orchestrée et financée par Israël dès la guerre des 12 jours, donc l'année dernière, autour d'octobre 2025. Enfin, la guerre des 12 jours était en juin, mais l'article d'Haaretz date d'octobre 2025, je vous le montrerai juste après. En parallèle, de nombreux activistes et reporters iraniens rapportent faire régulièrement l'objet d'attaques et de menaces sur les réseaux sociaux visant ostensiblement à discréditer les autres voix de l'opposition. Attention à la fabricative d'un héros, met en garde la journaliste iranienne Nazila Golestan et porte-parole de l'association Iran Hamava, en invitant à ne pas reproduire la même erreur qu'en 1979, lorsque l'ayatollah Khomeini fut érigé par beaucoup en sauveur de la nation iranienne. Les véritables héros de l'Iran, poursuit-elle, sont en prison. Lorsque les portes des prisons s'ouvriront, toutes les voix pourront enfin s'exprimer librement, et ce sera au peuple de choisir par lui-même la forme de son régime et son gouvernement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de soutenir un camp, une idéologie ou une figure particulière, mais d'appuyer sans réserve la revendication des Iraniens pour la démocratie. Donc, on a une fois de plus un drôle de bonhomme, et je tiens comme d'habitude à vous citer ce qui est dit dans le Figaro, parce que, vous savez, j'aime bien évoquer ce qui est dit dans les médias mainstream. Non pas parce que je crois sur parole ce que disent les médias mainstream, mais pour démontrer que parfois, les médias mainstream donnent des éléments qui vont à l'encontre de ce que peuvent dire d'autres médias mainstream. Et ça nous permet de construire un avis à peu près, en tout cas un peu plus renseigné. Peut-être pas plus objectif, mais les plus renseignés. Et donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que, et c'est l'article de Haaretz dont je vous parlais, donc, qui est un grand média israélien opposé en partie au pouvoir de Netanyahou, c'est cet article-là qui date d'octobre 2025. Donc, vous pouvez le retrouver avec ce titre-là si vous voulez, The Israeli Influence Operation Aiming to Install Reza Pahlavi as Shah of Iran. Et ça a été publié le 3 octobre 2025. Donc, tout ça pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une nouveauté. Il y a une volonté entre les Américains et les Israéliens d'installer ce fameux Reza Pahlavi, fils du Shah d'Iran. D'ailleurs, tout comme le Shah d'Iran avait été plus ou moins installé par les Américains déjà à l'époque. Donc, ce qui est assez fou dans cette situation, c'est que si on se fie au discours officiel qui nous est proposé, on a une situation où les Américains sont les gentils, ils ne s'intéressent que du sort du peuple iranien, et ce qui est fou, c'est que Reza Pahlavi
a lui-même, enfin c'est lui-même dit admirateur de Donald Trump, qu'il qualifie d'un homme de paix. Et on a quelqu'un qui explique que voilà, il faudrait faire confiance aux Américains pour la continuité politique en Iran. Or, ce que veut le peuple iranien, aujourd'hui, si l'on en croit plusieurs revendications qui émaillent, c'est de se déterminer tout seul. Dire, le peuple iranien doit pouvoir se déterminer tout seul et dire ce qu'il veut. Donc, et choisir son destin, si vous voulez, son destin politique. Donc, je suis très circonspect dans cette situation. Et pour vous dire, même sur France Inter, ils ont des doutes. Alors c'est dire à quel point la vérité officielle qui nous est servie en disant tous les Iraniens sont chauds à avoir Reza Pahlavi au pouvoir, c'est très étonnant. Écoutez ce qui a été dit sur France Inter, c'était le 12 janvier. Se rallier aux manifestants, vous signez un portrait de lui dans les colonnes du Figaro que j'invite nos auditeurs à lire aujourd'hui, qui est très intéressant, avec cette question sur le rapport du peuple iranien à ce fils du Shah, et cette question que nous pose Hortense sur l'application Radio France: en quoi le fils du Shah d'Iran est-il légitime pour éventuellement diriger le pays? Son père porte une image de liberté des mœurs pour son pays, mais était aussi un dictateur féroce. Au fond, il apparaît comme une sorte de débouché parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Oui, malheureusement, c'est un leader ou un sauveur par défaut, parce que, comme le disait si bien Sepideh Farsi, c'est-à-dire que l'opposition a été très fragilisée au cours de toutes ces dernières années. Il y a encore aujourd'hui, au moment où l'on parle, de grands activistes iraniens de l'opposition qui sont derrière les barreaux dans la prison d'Evin, sans compter ceux qui ont été livrés au silence, ceux qui ont été poussés sur la route de l'exil. Donc ce mouvement, il est en manque. Il est en manque de figure. La figure du père, la figure paternelle, elle est très importante dans la culture iranienne. Et donc vous avez ce héros comme ça qui sort de nulle part et qui propose une solution et qui crée une sorte de momentum, il faut le rappeler, parce que c'est lui, à partir de jeudi dernier, qui a commencé à appeler à des mobilisations massives. Maintenant, comme le disent certains Iraniens, c'est attention à la fabrique des héros. On sait ce que ça a donné en 1979, quand tout le monde a loué la grandeur de l'ayatollah Khomeini, qui était cité d'ailleurs, rappelez-vous, même en France par Michel Foucault, comme le Mahatma Gandhi de l'Iran. Voilà, donc même sur France Inter, il nous propose un son de cloche dubitationniste, on va dire, et qui pousse à douter de la vérité officielle made in Washington, qui irradie beaucoup de médias. Donc on verra ce que la situation donne, mais c'est vrai que dans un plan purement géopolitique et distancié du réel en train de s'écrire, on a quand même les Américains qui avaient placé le Shah d'Iran et qui là ne voudraient absolument pas placer le fiston, qui pourrait supputer que les Américains eussent envie de continuer à garder la main, en tout cas de continuer à essayer de garder la main sur la situation en Iran. Voilà, on va dire que moi je suis dubitatif sur cette situation-là. Je vous ai montré quelques éléments. Une fois de plus, dites-moi dans le chat, les amis, votre point de vue là-dessus. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Ça ouvre plein de raisonnements supplémentaires, ça complète, ça invalide. Ça critique, ça dénonce, ça balance pas mal, ça balance France-Galles, qu'on embrasse. Excellent match de rugby. Boya Lezuc qui nous dit: n'oublions pas que c'est de la France que l'ayatollah a pu faire sa propagande parce qu'il y était hébergé et protégé. Voilà, quand je vous dis qu'on a une super communauté avec des super compléments d'infos, ça fait plaisir. Anarchy08 qui dit: d'ailleurs, est-ce que nos grandes actrices ont prévu de nouveau de se couper une mèche en soutien au peuple iranien? C'est vrai ça. Putain, à la fin, tout le monde aura la coupe d'Eric Ciotti, quoi. Assassin crétin, quand Khomeini a mis une douille géante aux communistes, leurs alliés de révolution. Hurluberlu 9 dit: n'oublions pas que les Américains et les Anglais ont fomenté un coup d'État fondamental nommé Opération Ajax, dont l'objectif avait été de foutre en l'air un homme démocratiquement élu par le peuple iranien, Mossadegh, en 1953, et qui avait eu le malheur d'être souverainiste et de dire stop aux compagnies pétrolières américano-anglaises sur leur pillage du pétrole iranien en voulant le nationaliser. Puis après cette opération, les USA ont donné le pouvoir absolu à l'ancien Shah et au Savak. Mais vous êtes les meilleurs. Franchement, j'ai la meilleure communauté du monde. Je vous le dis tout de suite, vous rajoutez des trucs super chouettes et ça fait plaisir, vous régalez. Monsieur Dagon qui nous dit également: il faut se méfier de ces révolutions téléguidées par les USA et Israël. Et Victor Macno qui nous dit: les Américains ont fait virer Mossadegh élu démocratiquement. Ça complète ce que disait le camarade tout à l'heure. Donc, affaire à suivre, les amis. Donc voilà ce qu'on peut se dire là-dessus. On en reparlera, évidemment, Neutron Lent, enfin, pour conclure, qui dit: j'ai beaucoup de mal avec cette révolution populaire et spontanée tout à fait opportune dans cette période de retour de l'impérialisme américain.
tout à fait d'accord. Et Célesto Moldave qui dit au regard de certains messages nauséabonds, je peux pas valider ce que tu dis, Rémi. Alors par rapport à quoi, Célesto Moldave, par rapport à quoi est-ce que tu es au même moment de l'émission que nous sur la situation Iran? Parce que je regarde les messages, j'ai pas vu de messages nauséabonds. Enfin, en tout cas, il ne me semble pas. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à quoi, Célesto Moldave, évidemment, qu'on puisse en papoter? Il nous reste encore un joli sujet. Vous allez voir une nouvelle craquade de l'Union européenne qui n'a jamais peur de prendre la démocratie et de la bifler façon Rocco, on a envie de dire. Encore une pépite de l'Union européenne. Vous allez voir qui tente un truc énorme en Grande-Bretagne. Avant toute chose, et c'est vrai que j'aurais dû commencer comme ça, j'aurais pu commencer comme ça, parce que je dis que j'ai la meilleure communauté du monde, je dis vous êtes les meilleurs, je dis que vous suivez l'actu à fond, et ben c'est ce qu'on va voir, les amis, vous le savez, c'est l'une des traditions chez Juste Milieu, le quiz de l'année 2025, le quiz de l'année est de retour, 20 questions, 20 actualités, 20 points, c'est à la sauce Juste Milieu évidemment, et évidemment, voilà, ça y est, c'est prêt, c'est lancé, c'est fonctionnel. Je vous mets le lien sur Twitch en direct. Si vous regardez le replay sur YouTube, vous avez évidemment le lien en description, les amis, pour participer. Envoyez vos résultats, envoyez sous le replay de la vidéo YouTube, par exemple. Dites en commentaire le score que vous avez eu et de partout, voilà, donnez-moi votre score, les copains, si vous avez bien suivi. En dessous de 5, je vous parle plus, hein, vous allez réviser. Donc là, on part sur du quiz 2025, c'est la petite tradition, voilà. C'est prêt, c'est lancé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, comme ça permet de filtrer vos proches. S'il y en a qui sont en dessous de 5, tu dis non, toi t'es biberonné à LCI, ça dégage. Et ça permet, on fait ça aussi comme une sorte de préservatif de l'esprit. Tu te dis, bon, ceux qui sont en dessous de 5, à mon avis, ils ont un poster de David Pujadas au-dessus des chiottes, donc ça permet de savoir, donc c'est une arme de protection massive. Le quiz Juste Milieu qui est disponible, c'est parti. Alors attends. Il y a Célesto Moldave qui précise, parce qu'on en parlait, et qui dit il y en a dans le chat qui sont très décomplexés, je trouve, si vous voyez ce que je veux dire, et je préfère penser que ce n'est que de la provoque, parce que sinon c'est très grave. Alors je ne vois pas ce que tu veux dire, est-ce que tu peux être plus explicite, parce que s'il y a peut-être des messages insultants ou diffamants que j'ai pas vu, effectivement je veux pas ça sur mon chat, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, parce que j'ai pas vu et je vois pas ce que tu veux dire, donc parce que comme tu dis, sinon c'est très grave. Moi je veux pas de trucs très graves sur mon chat. Moi je suis là, je fais des blagues au départ, donc s'il y a des trucs, des blagues très graves à faire, c'est moi qui les fais. C'est tout. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, cher Célesto Moldave, en espérant que tout ça soit tout à fait sérieux, parce que j'ai pas suivi. Si quelqu'un te cherche des problèmes, tu me dis. Moi, je suis le gros de la cour de récré qui vient te protéger. Hein. Donc, tu me dis. Hein. Donc voilà. Bon, je surveille le chat. Voilà, si Célesto Moldave peut nous en dire plus, ou si quelqu'un a vu quelque chose, qu'il se dénonce, parce que je veux évidemment maintenir le bon esprit, la belle ambiance chez Juste Milieu. Voilà, faut pas déconner non plus. On n'est pas des Allemands. Ça c'était gratuit. Alors, on y va avec le dernier sujet du jour. La nouvelle petite pépite de l'Union européenne, quand tu te dis vraiment, ils ne reculent devant rien, ils osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Disait évidemment Jacques Audiard dans Les Tontons Flingueurs. Qu'est-ce que nous bricole l'Union européenne? Vous allez voir, c'est à peine croyable. C'était dans l'opinion d'aujourd'hui, regardez. Page. Martin Page, d'ailleurs, très bon romancier britannique, si jamais. Page 6. On peut lire ceci, je vous lis le chapeau. Face au poids de réformes UK au Royaume-Uni, l'UE envisage de se prémunir de toute remise en cause des accords post-Brexit. Et le titre de l'article, comment l'Europe anticipe le retour des Brexiteurs au pouvoir. Alors, je vais vous lire, mais vous allez comprendre en un paragraphe le nouveau délire de l'Union européenne. Mais tu te dis, mais en fait, moi je commence à avoir de l'empathie pour les gens qui arrivent encore à te dire l'Union européenne, c'est démocratique, c'est le respect des peuples. Vraiment, je me dis, waouh, comment on fait? Écoutez ce qui est prévu sur la base d'une information du Financial Times, qui veut dire le temps du pognon. Financial Times. Et l'opinion nous dit, d'après un projet de texte consulté par le Financial Times, une clause qualifiée d'anti-Farage, donc Nigel Farage, le leader de Réforme UK, qui a un parti pro-Brexit,
par certains observateurs, pourrait obliger le Royaume-Uni à verser une importante somme compensatoire si Londres se retirait des accords conclus post-Brexit. Contacté sur le sujet, un porte-parole de la Commission n'a pas commenté la progression des négociations, mais a précisé que l'inclusion de dispositions relatives à la résiliation d'accords internationaux était une pratique courante. Donc, le principe du bordel, pour te dire que vraiment cette cuve à merde qui est devenue l'Union européenne, c'est... Alors, bon, nos amis british, ils ont voulu se tirer de l'UE. Ça, c'est une chose. Ils se sont tirés de l'UE parce que, par un malheureux hasard, le peuple s'est exprimé et les citoyens ont voté pour ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est pas cool. Ça, on peut... Who did that? Voilà, qui fait ça? Who stole my dream? Comme disait l'artiste écolo Greta Thunberg, évidemment. Je dis autiste parce que c'est sa daronne qui l'a dit dans le livre, je ne me permettrai pas sinon. Donc, Who stole my dream? Les Britanniques ont voté et on dit ils ont fait le Brexit. Mais depuis quand, au sein de l'Union européenne, les peuples s'expriment? Depuis quand on respecte d'ailleurs ça? Ce qui d'ailleurs a poussé certains partis politiques britanniques à évoquer à un moment donné le fait de faire revoter la décision du Brexit. Donc pour vous dire où on en est, vraiment ça les emmerde. Quand les peuples s'expriment, ça va pas. Et donc là, la nouvelle idée de génie de l'Union européenne, parce que c'est des petits malins, ils se sont dit, mais si on peut pas changer de peuple, parce que malheureusement, c'est compliqué. C'est quand même des dizaines de millions d'habitants. Tu peux pas du jour au lendemain dire allez, James et tes copains vous filez, on va mettre d'autres peuples. On va mettre un autre peuple parce que vous nous emmerdez. Vous avez pas voté le Brexit, vous êtes chiant. Il faut un autre peuple, tu vois. Bon, on peut pas faire ça. Populicide, ça s'est fait fut un temps dans certains pays, c'est pas bon. Ça laisse une ambiance pas ouf dans les livres d'histoire, donc on peut pas faire ça. Gracchus Babeuf qui parlait de populicide concernant la Vendée d'ailleurs. On embrasse la Vendée. On aime nos amis de la Vendée, de la Roche-sur-Yon. Évidemment, j'adore la Vendée. Le Puy du Fou, on en reparlera. Bon, tu peux pas changer de peuple. Ça, c'est vrai que ça marche pas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux changer les lois et enrhumer le peuple sans lui dire. Alors là, le peuple, il lui a dit, est-ce que vous voulez le Brexit? Bon, il y a plus de gens qui ont dit, oui, on veut le Brexit, que de gens qui ont dit, non, on veut pas le Brexit, on adore Ursula von der Leyen. Bon, alors... Ils sont emmerdés, parce que autant les autorités britanniques que les autorités de l'Union européenne, ils ont encore envie de copuler ensemble. Ils se disent c'était bien, on nous a détachés, on faisait n'importe quoi, on a envie à chaque fois de copuler. On veut come back to fuck the citizens. C'est de l'anglais, qui veut dire revenons à nos méthodes de respect de la démocratie et de respect des volontés populaires. Donc, la nouvelle idée de l'UE, c'est de dire en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer des accords commerciaux notamment, certains accords qui pourraient même revenir au niveau des accords qui étaient en place avant le Brexit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois ces nouveaux accords signés, si jamais le parti pro-Brexit mené par Nigel Farage arrive au pouvoir ou en position de domination de pouvoir en Grande-Bretagne, s'ils veulent casser les accords, ils devront donner du pognon à des montants beaucoup trop élevés et que la Grande-Bretagne peut peut-être pas se permettre aujourd'hui. C'est malin, hein? Si, c'est malin. Franchement, si, c'est malin. C'est malin. C'est-à-dire que t'as une bagnole dans ton garage. Et là, il y a un voleur. Sûrement Non. Ça, Jean-Marie Le Pen aurait dit ça, mais on peut pas le laisser dire ça. Il y a un voleur qui arrive. Et il vient sonner, mais vraiment, c'est le voleur sympa. Arsène Lupin. Mais le Arsène Lupin d'aujourd'hui, c'est... j'allais dire sur merci. Mais non, parce qu'on retombait dans ce qu'aurait dit Jean-Marie. Donc, non. C'est un voleur chicos. Il est chicos. Et il vient, il sonne à ta porte. Il te dit, écoutez, est-ce que je peux vous voler votre voiture? Donc, il te laisse le choix. Donc, le mec est quand même bonnard. Il est sympa. Et toi, tu dis, bah non, parce que c'est ma voiture, je l'aime bien... Je n'ai pas envie que vous mettiez votre cul dans ma Skoda. Et le mec te dit d'accord, pas de problème. Puis toi, tranquille, t'es peinard, tu utilises ta voiture, et puis 10 ans après, tu veux aller récupérer ta voiture, mais tu sais, il y a un sabot, tu sais, pour immobiliser des voitures qui sont mal garées, tu peux mettre un truc qui bloque le pneu. Ça évite, tu peux plus avancer, tu vois. Et là, t'as ton voleur qui est accoudé comme ça, sur ton pare-choc. Et tu dis, monsieur voleur... qu'est-ce que vous branlez là déjà? Parce que ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, quoi de neuf. Et le mec te dit oui, c'est moi qui voulais vous voler votre bagnole. J'ai réfléchi et tout. Et en fait, ce qu'on va faire,
c'est que je vais vous empêcher de l'utiliser. Et si vous voulez la récupérer, c'est 1 million d'euros. Et toi, tu dis, mais attendez, c'est une Skoda Fabia de merde qui date de 1995. Elle a 700 000 km au compteur, c'est-à-dire plus que ma femme. Elle vaut 14,50 € cette voiture. 1 million, c'est beaucoup quand même par rapport à 14 €. Je suis pas une bête en calcul, mais quand même. Et là, le voleur te dit oui. Oui. Mais on va signer un accord. On va signer un accord pour qu'en fait, t'es d'accord. C'est un accord qui dit t'es d'accord, quoi qu'il arrive. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne. Ils réfléchissent à signer cet accord. Donc, je vous ai fait une petite métaphore, je ne sais pas si vous l'avez trouvé appréciable, mais une petite métaphore pour comprendre ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que le peuple britannique a exprimé sa souveraineté et tout est fait pour essayer de leur mettre à l'envers. Et la nouvelle technique, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est dingo. C'est purement dingo. Et je parle pas de la vie de Mickey, parce qu'ils cherchent plutôt à les niquer. Des jeux de mots sur les sonorités, hein. Ça vaut pas les frérots de la Vega, mais voilà. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire que je suis choc-barre de ouf, comme disent les jeunes. Je suis clairement choc-barre. Donc la situation en Grande-Bretagne est quand même très intéressante. Et tu te dis, l'Union européenne n'a pas fini de nous démontrer que c'est une belle instance démocratique et qui a ce sens du respect de l'expression des peuples, de l'expression démocratique des peuples. Et vraiment, on est à un niveau de dignité qui me rappelle des vidéos de gangbang que j'ai pu consulter fut un temps. Bref, voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cette situation. La nouvelle pépite du Brexit, alors enfin de l'UE par rapport aux Britanniques. On suivra ça de près, on verra ce que ça donne dans les mois à venir, si les Britanniques cèdent à ça, en tout cas si les politiciens britanniques actuels cèdent à ça. Vous êtes nombreux de partout, ça fait plaisir. Il y a plein de nouveaux copains qui arrivent sur TikTok, par exemple. N'hésitez pas à tapoter, tapoter l'écran, ça fait des cœurs. Il y a plein de nouveaux qui arrivent, c'est chouette. Hein. Je vois des commentaires avec des gens qui connaissaient pas Juste Milieu et qui découvrent. Alors peut-être avec perte et fracas, mais voilà, j'espère qu'il y a des petits nouveaux. Dites-moi dans le chat, hein, partout sur Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, si vous découvrez Juste Milieu, n'hésitez pas. Voilà, vous êtes les bienvenus dans la famille. C'est la famille. Chantez. Pingous. Intomac dans le chat qui nous dit sur Twitch, Rémi, tu as vu la nouvelle invention de Macron, le Haut Commissariat à la diversité. Ouais, j'ai vu cette connerie. J'ai fait une petite séquence sur TikTok et Instagram là-dessus. La nouvelle idée de Macron de faire un Haut Commissariat à la diversité et aux diaspora, où il nommerait des gens comme Lilian Thuram, Teddy Riner, Leila Slimani, qui est quand même meilleur auteur que Lilian Thuram, hein, vraiment, et de loin. Déjà de dire que Lilian Thuram est auteur, ça m'impressionne. Mais voilà, c'est la nouvelle idée de Macron. Alors, au point où on en est, oui, franchement oui. Le Haut Commissariat à la diversité, le plan national au sandwich, la commission interplanétaire pour les pâtés en croûte, enfin vraiment, ça va être long jusqu'en 2027, donc laissez-lui encore des jouets un petit peu pour s'amuser, parce que tu te doutes bien qu'à la baraque, c'est pas les Jeux Olympiques au pieu, donc faut que Macron, il s'occupe la journée. Donc au moins, tant qu'il fait des trucs à la con comme ça, il fait de mal à personne. Bon, moi, si vous voulez le fond de ma pensée là-dessus, vraiment, je suis dépité, hein, I am defeated, ça vous l'avez compris. Mais ce que je veux vous dire, c'est que faut voir le positif dans la vie. Il faut voir le positif. Il faut se satisfaire du nécessaire, disait Balou, qui maintenant, on le sait, en était en vérité, que Gérard Larcher costumait. Donc, tu te dis, bon, Macron, le lundi, il a envie de nous envoyer à la guerre. Il veut faire la guerre à tout le monde. La Russie, les États-Unis, paraît-il qu'il veut s'en prendre à la comète de Halley. Et autour de lui, ils ont dit comment ça Halley. Il a dit oui, mais parce que la comète, elle est bronzée, il faut lui faire la peau. Et non, c'est raciste. Il dit ah merde. Bon, il savait, puis ils l'ont paumé sur ce coup-là, ils l'ont paumé. Et donc Macron, il veut faire la guerre à tout le monde. Tant qu'il fait des trucs à la con, comme le Haut Commissariat à la diversité, ce qui ne changera rien. Hein, je veux dire, voilà. Hein, si c'est au niveau de la promesse de Macron, avec moi, plus aucun SDF ne dormira dans la rue dans 1 an. Je rappelle que cette promesse a été faite en 2017. Voilà, c'est il y a 9 ans. Bon, il y a encore plus de SDF qu'avant. Donc voilà. Pendant que Macron, il fait des trucs politiques à la con, au moins, il nous envoie pas à la guerre. Donc dites-vous que ça l'occupe. C'est un enfant turbulent. Pendant qu'il joue avec ses crottes de nez, il met pas ses pieds dans les prises.
Et moi, je le vois comme ça. On en est là. On a un président Toys R Us. C'est que il faut l'occuper. Le ptio. Même à l'école, il devait être un peu turbulent. Bon, bah, il a mis ses doigts dans la prof. Bon, bah, voilà, ça arrive. Bon, bah, voilà, laissez-le faire. Regardez-le. Il fait des... Voilà, il est en tempête émotionnelle. C'est OK. Voilà, il faut tolérer. Il fait des statues avec ses crottes de nez. Il envoie des nudes à Jack Lang. Il fait des numéros verts pour les œufs d'Olympe. Mais pourquoi pas? Je veux dire, t'es pas président, toi, donc t'es pas en mesure de le faire. Donc laissez-le faire. Au moins, il veut pas aller taper Poutine. Et ça, moi, ça me rassure. Donc laissez-le faire le zizicoptère dans sa Renault présidentielle. Faut pas s'énerver. C'est OK. On est dans l'acceptation. Il est différent de nous. Et ben voilà. Et on va accepter. Il y a Sam 6 dans le chat qui dit c'est la pensée complexe. Voilà. Il est dans la pensée complexe. Voilà. Emmanuel Macron. Donc voilà, je pense qu'il faut juste pas se braquer. Parce que on a souvent la réaction de dire tiens, quand même, si c'est un taré du genre qui est président de notre pays, on a du souci à se faire. Bon, oui. Oui, évidemment, je vous dis oui. Mais on le sait. Depuis 2016, on le sait. Donc, maintenant, c'est OK. On gère, on pense à autre chose. Tu te dis, ça va aller mieux derrière. On aura des gens plus stables. On aura Jean-Luc Mélenchon. On aura Bardella. C'est beaucoup plus stable, tu vois. Bon, on verra. Au moins, au commissariat à la diversité, avec Bardella, on sera pas emmerdé. Mais bon, bref. Et peut-être qu'avec Mélenchon non plus, en vérité. Parce que la diversité chez LFI, c'est surtout pour gagner des élections. Mais voilà, les amis, c'est OK. Soyons tolérants. Il est pas comme nous, mais on est là. On est ensemble. Et c'est ce qui fait plaisir. 18h08, les copains. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien ricané, que voilà, ça vous a plu ce décryptage de l'actu, parce que c'est comme ça tous les soirs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous le savez, la tournée Zinzin qui continue, qui reprend d'ailleurs pour 2026 avec première date de l'année à Montélimar, 24 janvier 2026. Je vous donne ce rendez-vous-là. Ensuite, on aura Bruxelles le 7 février, Châteauroux le 13, Metz le 28 pour les premières dates de l'année. J'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte de vous retrouver sur les routes de France et de Belgique. J'ai hâte de passer des moments avec vous, qu'on se fende la gueule, de vous présenter l'évolution du spectacle. Je vous l'ai dit, c'est une nouvelle mouture du spectacle. Il y a un tout nouveau sketch. Bref, j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte d'être avec vous parce que c'est aussi ça. Voilà, c'est aussi ça l'aventure juste milieu. J'espère que vous avez passé un beau moment, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vraiment encore dans le chat, dans les commentaires YouTube, si ça vous plaît un peu. Voilà, les nouveaux sujets, la nouvelle tonalité, tout ça, parce que autant ça me tient à cœur, mais autant voilà, je suis très intéressé par vos retours et surtout si vous avez des sujets en tête, parce que comme je vous dis souvent, j'ai pas la prétention d'être expert de tout et le jour où ce sera le cas, il faudra se désabonner, mais j'aime bien parler et m'intéresser à des choses. Donc si vous avez des sujets qui vous intéressent, on peut les aborder, je peux les travailler et puis en discuter avec vous et ce sera l'occasion d'apprendre des choses, et moi et vous. Donc n'hésitez pas, voilà, qu'on construise tout ça ensemble parce que c'est une aventure collective. Voilà les amis. Merci d'avoir été là les copains, merci beaucoup. On se retrouve demain, même heure, même endroit, 16h45 pour le Juste Bistrot. On parlera de la nostalgie avec... voilà, au centre de cette réflexion, Stranger Things, mais pas que. Il y aura de la philo, je vous l'ai dit, de la science, de la psychologie. J'ai hâte de vous présenter ce sujet. On va vraiment réfléchir, j'espère se fendre la gueule. Il y aura plein de choses. Voilà, j'ai préparé le script cet après-midi, j'ai trop hâte de vous présenter ça. En plus, j'ai bien aimé la série. Je pense que ça va vous intéresser, même si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y a un petit fond de MK Ultra. Donc on parlera aussi de MK Ultra demain. Bref, on va passer un bon moment. Voilà, c'est ce qui fait plaisir. Et puis on enchaînera sur l'épisode 221 de La Farce Tranquille. Et ça, c'est pas un programme de roi un peu, c'est pas un programme de gens chics, voilà, c'est ce qui fait plaisir. Et vive les fléchettes, voilà, évidemment, vive les fléchettes sur Antenne 2. Les amis, merci d'avoir été là, je vous dis à demain, passez une bonne soirée, profitez bien, mangez bien. Moi je mange de la purée de panais ce soir. Voilà, ça n'a rien à foutre, mais on finit sur une info d'ampleur. Je vous embrasse les copains, excellente soirée, vive la rigolade, vive la France, et à demain, voilà, c'est dit.